J'avais commencé à dévaliser une librairie. Alors pas avec un revolver, hein, avec le portefeuille. J'avais dépensé 500 € de livres que j'ai jamais lus par la suite. J'ai un cerveau qui est en vitesse accélérée, une cadence de processeur accélérée, donc je vais être capable de faire beaucoup plus de choses et ça part dans tous les sens. Je me lève tout de suite et j'entends plein de mots dans ma tête. C'est pas des voix. Et du coup, pour plus les entendre, je mets la musique à fond. Je suis physiquement tombé par terre. C'est-à-dire que je n'avais plus de force, j'avais plus de force dans les jambes, physiquement tombé par terre. Et trop de stress à gérer, j'avais fait trop de choses. En fait, ça vous tenaille, ça vous prend, ça vous hante. Et l'idée dans ces cas-là que vous avez, c'est en finir avec cette souffrance. Ils s'appellent Virginie, Yves, Manuel et Alice. Comme près d'1 million de personnes en France, ils sont atteints de troubles bipolaires. Des troubles qui, depuis quelques années, s'invitent régulièrement dans nos films, nos séries, nos magazines. Pourtant, loin d'être un phénomène de mode, il s'agit là d'une maladie psychique grave et très invalidante. C'est une maladie qui se prête à la caricature. Il y a un danger de faire de cette maladie une espèce de centre d'attraction. Malgré cette surmédiatisation, les patients atteints de troubles bipolaires attendent des années avant que leur pathologie soit correctement diagnostiquée. Il faut 10 ans en moyenne pour que le diagnostic soit posé. Évidemment, c'est pas sans conséquence pour le patient. Ça fait 15 ans que ça dure, cette histoire. En ayant laissé comme ça la maladie s'installer, plus j'ai d'épisodes et plus sont de plus en plus fréquents. Parmi les patients atteints de maladies psychiatriques, la bipolarité est aujourd'hui encore l'une des principales causes de mort par suicide. Entre 20 et 25% des patients bipolaires décéderont par suicide. Et sur la vie entière, 1 sur 2 présentera des conduites suicidaires. Quelles sont les manifestations de ces troubles? Comment expliquer de tels retards diagnostiques? Existe-t-il un traitement satisfaisant? Et peut-on ou non guérir de cette maladie psychiatrique? C'est une maladie qui avance très souvent masquée. Que ce soit sous les traits de l'euphorie ou de l'effondrement, elle se manifeste presque toujours dans l'excès. Pour Yves, ça commence d'abord par une imagination débordante et des inventions à foison. Alors qu'est-ce que c'est ça, Yves? Alors ça c'était un projet de combinaison de sapeurs-pompiers avec un système de refroidissement. Yves est sapeur-pompier. En 2011, en quelques semaines à peine, il dessine une combinaison, dépose un brevet et part en Turquie réaliser son prototype. Donc là, j'avais donné aussi un nom, la Firelife. Il imagine ensuite un vêtement en plastique anti-attaque chimique. Dans ce poncho, on a une poche kangourou qui est thermosoudée à l'intérieur du vêtement, un masque, des lunettes de protection, des gants. Mais alors que ces inventions ne sont encore qu'échantillons, Yves contacte la presse locale, intimement persuadé de révolutionner le monde des pompiers. Le lieutenant-colonel Yves Urax et son associé ont inventé une combinaison rafraîchissante destinée aussi bien aux sapeurs-pompiers qu'à l'industrie. Le monde entier n'attend plus que son homologation. Voilà, prétentieux, mais bon, voilà, on a fait le buzz à l'époque. Voilà. Son projet de combinaison, tout comme son poncho, ne verront jamais le jour. Symptôme de la maladie, sa folie des grandeurs est l'une des premières manifestations du mal dont il souffre alors. La maladie a son côté, disons, boomerang. Donc après, ça retombe. Et puis, tout ce qu'on a projeté s'arrête parce qu'intellectuellement, on n'est plus capable de suivre. À cette époque,
Yves l'ignore encore, mais il est atteint de troubles bipolaires. Le diagnostic sera posé quelques mois plus tard. Les phases d'euphorie se traduisaient par un travail intense, une diminution du temps de sommeil. Je pouvais très bien dormir que 2 à 3 heures par nuit. Donc une capacité d'éveil quasi permanente. Les sens, l'ensemble des sens sont accélérés, l'odorat, l'ouïe, la vue. On sent vraiment qu'il y a une modification de l'organe cérébral. Je constate aussi qu'il y avait une accélération, disons, de la parole, comme si vous passiez une bande son en vitesse accélérée et donc difficulté de concentration pour votre interlocuteur. Lorsque surviennent ces premiers excès, il faut savoir les reconnaître. Souvent, ils passent inaperçus et se mêlent à la personnalité dont on croit être dotée. Du plus loin qu'elle se souvienne, Virginie s'est toujours sentie différente. Mais derrière la jeune femme extravertie se cachait déjà la maladie. Déjà, je pense qu'étant jeune, j'avais une personnalité atypique qui peut-être laissait présager certains symptômes maniaques. Parce que j'étais vraiment au-dessus du paquet, mais plus qu'au-dessus, quoi. Très désinhibée, j'arrivais même à 14-15 ans dans un car en colo, et je disais, moi, de toute façon, tous les mecs, je me les fais. Enfin, j'étais très sûre de moi, alors que j'étais pas hyper jolie à la base. J'étais pas du tout habillée en noir, moi. J'étais habillée en jaune poussin, avec une fourrure jaune. Enfin, que des trucs complètement impossibles à porter, déjà. Donc j'étais comme ça, hyper excessive, hyper émotive, tout hyper. Ça raconte la désinhibition que l'on peut avoir et que j'ai pu avoir encore il n'y a pas très longtemps. Désinhibition qui provoque un sentiment de surpuissance avec désir d'aller plus loin avec les hommes, voire de le faire. Moi, je peux pas tout raconter. Mais bon, des choses qui normalement ne se font pas. Voilà. Il y a des soirées où j'ai l'impression de ne plus être moi-même. Je ne me rends pas compte sur le moment, c'est important. Je ne m'en rends pas compte. C'est le lendemain que je me rends compte. Ou quand j'ai envoyé des SMS à plein de mecs de 23h30 jusqu'à 1h du mat, et que le lendemain, j'ai les répercussions. Alors que sur le coup, pas fait gaffe. C'est horrible. Ces phases maniaques se caractérisent par des excès en tout genre. Et pour les psychiatres, ces périodes d'hypersexualité, de compulsivité et d'excitation deviennent pathologiques lorsqu'elles marquent une rupture brutale avec la personnalité du patient. C'est un état d'hyperactivité avec beaucoup d'excitation psychique, une émotionnalité qui est plus importante, un optimisme débordant, des projets souvent assez grandioses et une agitation motrice. Ce sont des patients qui vont avoir des fluctuations de l'humeur récurrentes. Ils vont aussi avoir des phases dites intercritiques où ils sont a priori indemnes de tout symptôme, mais ce sont des patients qui vont faire à la fois des épisodes dépressifs sévères qui va les empêcher de fonctionner et des épisodes d'exaltation maniaque. C'est pas tant les épisodes eux-mêmes qui font le handicap de la maladie, c'est plutôt le caractère récurrent avec ces hospitalisations répétées qui vont contribuer à désorganiser le développement académique, le développement social, le développement affectif des sujets. Pendant 10 ans, la vie de Manuel a été ponctuée par des hauts et par des bas. Au commencement, toujours, une force de travail intense, une boulimie de projets jamais satisfaite, l'impression d'être seul capable de gravir des sommets. À ce moment-là, on est Dieu. On est Dieu, on est Jules César, je pense que Napoléon devait être aussi un peu comme ça. Mais ça ne dure pas. Et la deuxième phase, c'est je ne vais pas y arriver, quoi. Et puis tout de suite après, c'est comme j'y arriverai pas, je plonge. Et là, si on plonge au fin fond d'un gouffre, je ne sais pas comment le décrire, quoi. C'est abyssal, c'est une détresse. On est dans la détresse la plus totale, quoi. Avec une sous-valorisation de soi, on n'est plus que de merde, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ceci. Et la peur panique, moi, en tout cas de mon côté, la peur panique de manquer d'argent, puisque j'étais parti sur des projets mirobolants, quoi. L'expression de la maladie varie d'un patient à l'autre. Les crises, euphoriques ou dépressives,
peuvent être plus ou moins fréquentes, plus ou moins aiguës. Mais aux phases maniaques succède de façon presque irrémédiable la dépression, profonde souvent. À la clinique Caradoc de Bayonne, le docteur Chevrier suit depuis 2 jours une jeune femme atteinte de troubles bipolaires. Après 6 mois d'une humeur stable, elle a été hospitalisée aux urgences en plein épisode dépressif. Non, comment vous vous sentez ce matin? Je me sens très triste. Je me sens à bout. Parce que je suis obligée de rester dans cette chambre en sachant pas quoi faire. Vous avez du mal à vous concentrer? Oui. Et je me révolte contre moi-même. En me disant pourquoi pas rester zen et regarder un film, mais je vais pas jusqu'à la fin du film. Vous me disiez que vous étiez triste et hier vous me disiez aussi que vous vous sentiez très irritable. Oui, je me sens très irritable. C'est-à-dire que quand on m'appelle et qu'on me dit de faire l'effort de sortir, je raccroche. Je suis hyper irritable et je pleure à chaque fois, quoi. Et je dis, vous savez pas dans quelle souffrance je suis. Et mon cerveau, il cogite complètement en boucle et même si je sais que j'ai des fixettes sur tout, quoi, en fait. C'est ça qui m'empêche de... Là, vous vous dévalorisez beaucoup, mais quand vous allez bien, vous n'avez pas du tout ce type de discours. Ben ouais, je sais. Donc là, ce type de pensée, ce sont les effets de la dépression actuelle. Votre crainte, c'est que ça recommence perpétuellement. Tout le temps, ouais. Ce matin, on va se réunir là en équipe et puis on va réfléchir à ce qu'on appelle le plan de soins pour essayer de vous sortir de là le plus vite possible. D'accord ? À l'issue de cet entretien, le docteur Chevrier réunit son équipe en urgence. Bonjour. Ce matin, infirmières et médecins doivent ensemble décider de la meilleure stratégie thérapeutique à adopter pour sortir au plus vite leur patiente de cet état de dépression sévère. Elle est rentrée il y a 48 heures. Oui. Ça fait 3 semaines que ça a fléchi sur le plan de l'humeur, alors que ça faisait à peu près 6 mois qu'elle était vraiment bien stabilisée. Cette patiente, en fait, a eu un premier épisode dépressif quelques mois après la naissance de son enfant. Un traitement antidépresseur a été prescrit par un confrère et l'antidépresseur a trop bien marché, si j'ose dire, puisque 15 jours plus tard, elle présentait un accès maniaque franc. Elle décrit quand même que c'est un état qu'elle a beaucoup apprécié sur le moment, même si les conséquences de cet épisode ont été très difficiles. Et elle dit qu'elle serait quand même assez tentée de vouloir retrouver cet état-là par moment. Dans le trouble bipolaire, on ne peut pas proposer aux patients de ne prévenir que les phases dépressives et de laisser les phases maniaques. Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui fait des phases maniaques, malheureusement, pas systématiquement, mais a souvent tendance à présenter des épisodes dépressifs en suivant. Donc, il faut réussir à être préventif dans les 2 phases. La dépression s'installe lentement. Une inversion de l'énergie qui se fait, qui chez moi se fait de manière lente, mais progressive, comme si j'étais en train de dévisser ou de glisser sur une corde sans avoir une capacité, disons, de me retenir. C'est dans la tête d'abord. Vous avez tout le temps des idées en permanence que vous êtes nul, raté, que vous servez à rien. Et là, je sais que c'est une traversée du désert qui va être longue, parce que généralement, c'est entre 4 et 6 mois. Et là, je sais que pendant ce temps-là, ça va être très très dur. Je me souviens une fois d'être resté 26 heures dans mon lit, incapable de m'extraire. On souffre atrocement. On a juste envie, au fur et à mesure des années qui passent, de mourir, d'en finir, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. C'est la mort vers laquelle on va. Et vous êtes dévoré de l'intérieur comme une sale maladie qui vous dévore complètement. Avant que tout ne soit balayé par la maladie,
Manuel était marié, il avait une vie de famille, il était chef d'entreprise aussi, avec pour spécialité la location de jeux gonflables. Il y avait du matériel partout, c'est-à-dire des racks, des racks en ferraille avec de la tubulure, avec des charpentes. Ah ben des camions, il y en avait tout le long là. Des camions, il y en avait tout le long. Un peu trop d'ailleurs. C'est vrai qu'à l'époque, j'écoutais pas mal le chant des sirènes. Et, je pensais, pour moi, les investissements que je faisais avaient une rentabilité future. Mais ce qui était vrai, il n'y avait pas de problème. Sauf que ça allait trop vite. Trop vite, trop vite, trop vite. Sur le moment, ceux qui sont autour, ils vivent un cauchemar, quoi. Moi, je n'avais pas l'impression de vivre dans le cauchemar, parce que c'est moi qui l'alimentais. C'est après que j'ai réalisé que je faisais vivre un cauchemar à tout le monde. En coulisses, derrière les dépenses, la dispersion, les projets à foison, se cachait la maladie. En 2005, un matin, c'est elle qui a pris le dessus sur Manuel. Là, à la place du 4x4, là, je suis tombé par terre, boum, plus rien. C'est-à-dire que je n'étais pas en train de mourir, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est mon corps a dit stop. Mon corps a dit stop parce qu'il devait être en lutte avec mon cerveau depuis un bout de temps. Et moi, il m'a fallu... il a bien dû me falloir 10 ans pour remonter petit à petit. Et il m'a fallu 6 mois pour tout refoutre par terre la deuxième fois, quoi. Une deuxième crise, voilà, c'est parti, quoi. En France, près de 3% de la population serait atteint de troubles bipolaires, indifféremment des femmes et des hommes, qu'ils vivent en ville ou à la campagne. Maladie du sujet jeune, les troubles bipolaires se déclarent généralement à partir de l'adolescence. Aujourd'hui, pour mieux appréhender cette maladie, des chercheurs étudient l'anatomie du cerveau. Grâce à l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, le docteur Jocelyn Ouenou et son équipe tentent d'identifier les structures cérébrales impactées par les troubles bipolaires. Ici sont représentées différentes structures, donc à bout du cortex orbitofrontal, donc qui est très en avant du cerveau, et ici de l'amygdale cérébrale. Alors ces deux régions, on les a ici délimitées parce qu'elles sont très impliquées dans les processus émotionnels. Siège de nos émotions, le cortex orbitofrontal en rouge, l'amygdale cérébrale en bleu, jouerait donc un rôle essentiel dans la manifestation des troubles bipolaires. D'autres régions du cerveau seraient elles aussi impliquées. C'est le cas du corps calleux. Le corps calleux qu'on peut voir ici ou qu'on peut voir ici sur cette image avec cette grande ligne blanche, c'est le principal faisceau qui relie l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit en fait dans le cerveau, qui permet la communication des deux hémisphères. Et effectivement, on retrouve des différences de volume et de structure entre les patients bipolaires et les sujets contrôle. À ces données anatomiques s'ajouteraient des facteurs environnementaux comme la consommation d'alcool, la prise de toxiques, la privation de sommeil ou des traumatismes de l'enfance. Mais les troubles bipolaires auraient également des origines génétiques. Quand on est soi-même atteint de troubles bipolaires, on a un risque 10 fois supérieur d'avoir ce qu'on appelle un apparenté de premier degré, père, mère, frère, sœur, d'être également atteint. Et en fait, ce risque est valable également pour les apparentés de second degré, cousins, cousines, grands-parents. Et on voit comme ça qu'il y a une augmentation du risque de développer un trouble bipolaire dans les familles où on a déjà vu des troubles bipolaires. C'est une maladie dont on sait maintenant qu'elle a à la fois des manifestations psychiques, en tout cas des manifestations sur le comportement et sur l'humeur des individus, mais également des manifestations plus biologiques, métaboliques, pour lesquelles on commence de plus en plus à avoir d'informations. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on essaie de considérer l'individu dans son intégralité et pas uniquement ce qui se passe dans sa tête. Anciennement connus sous le nom de psychose maniaco-dépressive, les troubles bipolaires s'invitent régulièrement sur le devant de la scène médiatique, au risque parfois d'être banalisés. Pourtant, l'errance médicale des patients, plus d'une dizaine d'années souvent, reste une donnée constante associée à cette pathologie. Comment expliquer ce paradoxe et quelles peuvent être les conséquences de tels retards diagnostiques ? Depuis quelques années, les langues se délient et les révélations de stars bourgeonnent sur papier glacé. Benoît Poelvoorde, Jim Carrey, Catherine Zeta-Jones, ils seraient nombreux à souffrir d'un trouble bipolaire et à le faire savoir.
Mais les médias, écho de ces coming-out en tout genre, pourraient bien faire de cette maladie un simple phénomène de société et gommer ses aspérités pathologiques. Là, on est peut-être dans l'excès, c'est-à-dire que les patients s'interrogent eux-mêmes pour savoir s'ils ont des troubles bipolaires. Et là, ce diagnostic-là est un diagnostic de spécialiste. Ce n'est pas un diagnostic qu'on peut faire facilement soi-même sur soi-même. Il peut y avoir, avec la banalisation de ces diagnostics, les mêmes dangers qu'avec la banalisation de certains troubles de la personnalité, comme les personnalités narcissiques qu'on voit fleurir partout maintenant, et qui induisent toujours une certaine méfiance vis-à-vis de l'autre, en se disant « est-ce que c'est pas une perversité narcissique ?» Bon, eh bien, il ne faudrait pas non plus qu'à chaque fois que quelqu'un a une petite fantaisie et s'offre un bon restaurant, on se dise ah, ça y est, ça doit être un bipolaire. Derrière ce risque de banalisation se cachent des milliers de patients en situation d'errance médicale. Des femmes, des hommes, qui consultent durant des années avant de pouvoir poser un nom sur le mal dont ils souffrent. Virginie a 48 ans. Pendant 30 ans, elle a consulté plus d'une dizaine de psychiatres avant que son trouble ne soit diagnostiqué. On m'a mis sous antidépresseur pendant 30 ans. Et la dépression était toujours là, en fait. Il se passait rien. J'étais de pire en pire. Je me suis empirée. Les phases maniaques, j'en ai fait beaucoup étant jeune. Mais ça se voyait pas parce qu'en fait, quand vous alliez chez le psychiatre, à l'époque, c'était plus l'aspect dépressif qui était demandé. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en avais. Je me trompe peut-être, en fait, hein, mais en tant que patiente, c'était plus ça. Parce que souvent, on vous donne des médicaments parce que vous n'allez pas bien. Mais quand vous savez pas que ça existe, la bipolarité, vous savez pas qu'aller super bien, voire trop bien, voire excessivement bien, voire vous mettez en danger, vous savez pas que ça peut faire partie de la bipolarité. Vous le savez pas, moi je le savais pas. Donc vous n'en parlez pas. Puis vous avez honte. Parce que ces périodes-là, en général, on n'est pas très fiers en fait, souvent. On est presque plus fiers d'aller mal et de pleurer que d'être olé, de boire un peu trop, de se donner en spectacle, d'être désinhibé. C'est pas le genre de truc qu'on va raconter à son psychiatre, hein. Peut-être qu'il y a 30 ans, on ne soignait pas de la même manière, c'est certain. Mais quand même il y a 10-15 ans, j'ai toujours consulté. Tout le temps. Personne ne s'est jamais posé la question pourquoi je consultais depuis l'âge de 18 ans. Toutes les semaines. Un patient atteint de troubles bipolaires attendra 10 ans en moyenne avant que sa maladie soit diagnostiquée. Cette errance médicale, longue et douloureuse, s'explique notamment par la nature complexe de la maladie. Si la personne a, entre guillemets, la malchance de commencer son trouble bipolaire par des épisodes dépressifs, le diagnostic ne sera posé que quand surviendra un épisode maniaque. Ceux qui commencent par un épisode maniaque, d'une certaine manière, ont beaucoup de chance, puisque là, le diagnostic est fait tout de suite. L'épisode maniaque, lui, est très spécifique. Lorsque les phases maniaques sont plus sourdes, qu'elles revêtent un visage plus discret, on les appelle hypomanies. Ces manifestations de la maladie sont les plus difficiles à détecter. Il y a de manière plus insidieuse des épisodes d'hypomanie où les gens, en fait, ont beaucoup de mal à reconnaître ces épisodes comme pathologiques parce qu'ils vont fonctionner mieux que d'habitude, en fait. C'est-à-dire que des gens qui peuvent être un peu timides vont avoir plus d'audace, ils vont être plus alertes, ils vont faire les choses avec plus de facilité, ils pensent plus vite, plus rapidement, et ça peut ne pas apparaître comme pathologique. Pour pallier les retards diagnostiques inhérents aux troubles bipolaires, des centres experts ont donc été créés en 2008. Leur spécificité, une exploration approfondie des symptômes de la maladie. Justine, dont le prénom a été modifié à sa demande, se rend pour la seconde fois dans l'un de ces centres. Elle est en quête de réponses sur le mal dont elle souffre depuis 15 ans. Comment ça va depuis la dernière fois que vous êtes venu ici ? Ben écoutez, ça va. Ouais, pour l'instant, ça va. D'accord, donc vous avez réussi à avoir un psychiatre ? Oui. Oui, c'était ça. Hein. Je me souviens, quand vous êtes venu, vous étiez très en difficulté par rapport à ça. Vous n'aviez pas de suivi. Ben oui, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un psychiatre. Un psychiatre qui soit très, très, très à l'aise, on va dire, avec la maladie. Bilan sanguin, tension, prise de poids et mesure. Au centre expert, le parcours commence toujours par une évaluation complète de l'état de santé du patient. Avant d'entamer l'exploration approfondie
de son état émotionnel. Je suis ralentie dans mes mouvements. J'ai l'impression d'être moins sensible aux odeurs que d'habitude. Sonder l'humeur, déceler le trouble, même le plus imperceptible. Je me sens calme. Plutôt non. En sécurité, dire que oui. Ces questionnaires sont autant d'outils pour définir les contours de la maladie. Je suis souvent agitée, je me tords les mains ou j'ai besoin de changer de position quand je suis assise. Je confirme. Ensuite, lors d'un entretien fouillé, le psychiatre décortique le passé de Justine, son quotidien aussi, afin de détecter les symptômes qui ont échappé aux spécialistes qu'elle a consultés ces 15 dernières années. Alors, donc vous m'aviez expliqué que votre premier épisode de perturbation de l'humeur, c'était à 21 ans. Voilà. Donc, pendant cet épisode, quelle émotion dominait chez vous? On va dire que je suis passée par tout le panel des émotions. Ça a commencé par de la tristesse. De la tristesse, je suis passée à l'incompréhension, on va dire. Tout de suite de la colère. Et enfin, l'exaltation. D'accord. Voilà. Il a duré combien de temps à peu près cet épisode? Quel ordre de grandeur? 6 mois, 4 mois. Très difficile à vous dire. D'accord. À peu près, oui. Donc la maladie évolue, et dans le mauvais sens, malheureusement. Donc au début, je pouvais avoir juste une crise, on va dire, d'excitation, et voire une dépression par an. Aujourd'hui, je peux tourner facilement à 3 crises en haut et 3 en bas. Vous passez à peu près 6 mois de l'année en étant soit en dépression, soit en hypomanie. Oui. D'accord. Les centres experts sont accessibles aux patients, mais ils jouent également le rôle de relais auprès des médecins de première ligne, comme les médecins généralistes et les psychiatres de ville. Ce que nous disent fréquemment les médecins, c'est que c'est extrêmement important d'avoir des partenaires dans la décision diagnostique. C'est-à-dire de ne pas avoir l'impression de poser ce diagnostic de bipolarité par excès, mais d'un autre côté, de ne pas passer à côté devant des tableaux qui peuvent être des tableaux relativement complexes. À l'issue de cette journée d'examen, le diagnostic a été posé. Justine souffre de troubles bipolaires de type 2, la forme la moins manifeste de la maladie. C'est vrai que j'étais plus ou moins déjà quasiment sûre à 90% du fait que j'étais atteinte de ces troubles-là. Et le fait de l'entendre de la bouche d'un psychiatre spécialisé en la matière, c'est vrai que ça m'a confortée d'une part. Enfin, c'était un sentiment un petit peu bizarre, parce qu'à la fois j'étais confortée, mais à la fois j'étais bouleversée, parce que je me suis dit, mais mince, pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Ça a pris 10 minutes, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dit avant, quoi? Ça m'aurait évité tellement de problèmes, tellement de soucis dans ma vie. Quand le diagnostic est enfin posé, encore faut-il l'accepter. En 2011, lorsque son psychiatre émet l'hypothèse d'un trouble bipolaire, le lieutenant-colonel Yves Urax n'est sûrement pas prêt à l'entendre. Dominique, bonjour. Ça va, mon colonel? La forme? Ouais. Bonjour. Yves travaille au service départemental incendie et secours du Pas-de-Calais. Il est aujourd'hui à la tête du bureau chargé de l'hygiène et de la sécurité et travaille entouré de collègues qui ont été régulièrement les témoins de ces fluctuations d'humeur. Il y a les 2 accidents, là, celui de Lens et la manœuvre grimpe. Du grimpe. Au fil du temps, sans pouvoir mettre de mots sur le mal dont Yves souffrait, Frédéric a appris à reconnaître et à prévenir les débordements de son chef. Il arrivait le matin en nous disant qu'il n'avait pas dormi de la nuit, qu'il avait lu plein de trucs, cogité sur plein de sujets. Il travaillait sur des dossiers à lui. C'était plus cohérent, c'était plus en lien avec le service. Ça partait dans tous les sens. On avait des discussions, même ici, dans la pièce au café. Et du coup, on était spectateurs de ce qui se passait. Mais tout en étant bienveillant. Bon, mais c'est bien. En 2007, pourtant, à la demande de sa direction, Yves est écarté du terrain. Un excès de vitesse avec un véhicule de service, sa façon de dire tout haut ce qu'il pense, lui coûte son statut de sapeur-pompier. Mais quelques années plus tard,
À la faveur d'un début de crise maniaque, il demande à reprendre du service et sollicite un rendez-vous auprès de la médecine du travail. Ouais, c'est le patron qui a... J'étais remonté tout doucement dans une phase un peu up avec mon projet là de combinaison. Et je suis arrivé en visite médicale où là on m'a dit concrètement, tu peux plus être sapeur-pompier, t'es pas en état de continuer ton activité, il y a une ambulance qui t'attend. Donc j'étais assez étonné. Ça ne servait à rien à un moment donné de, entre guillemets, de résister, parce que pour moi c'était plus de l'ordre de la caméra cachée. Donc je suis monté dans l'ambulance, les collègues pompiers étaient là. Je suis arrivé en tenue à l'hôpital d'Arras et aux urgences, où les urgentistes m'ont demandé pourquoi j'étais là. Je dis voilà, j'ai un projet, j'ai envie de faire ça, et je comprends pas. Elle dit qu'est-ce qui vous amène? Moi en rigolant, elle dit c'est mes collègues. À cause de sa tenue de pompier, Yves est prié de revenir après s'être changé. Mais une fois chez lui, il refuse de retourner à la clinique. Hospitalisé sous contrainte, il se met alors en situation d'illégalité. J'ai eu le droit à la visite de la police nationale à la maison. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Donc j'ai attendu que, disons, la situation se passe. Et sur conseil d'un ami, gendarme de réserve, je me suis rendu dans une gendarmerie dans le Nord où j'ai dit, voilà, je suis officier de sapeur-pompier, la police nationale me recherche, je me constitue entre guillemets prisonnier, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais vous allez me l'expliquer, quoi. Lorsqu'enfin il est raccompagné à la clinique psychiatrique, Yves refuse encore d'accepter les raisons de son hospitalisation. À ce moment-là, vous rentrez dans un univers carcéral. Je veux dire, vous rentrez dans un hôpital, vous ne pouvez pas sortir. Et là, vous attendez un petit peu que ça se passe et comprendre un petit peu ce qui vous arrive, quoi. Je prenais un traitement, et je vais dire même le traitement, j'ai même appris avec, entre guillemets, des copains de Chambray, justement à m'en passer, parce que j'étais dans le déni total. Et le médicament qu'on me demandait de prendre pour stabiliser, disons, mon trouble, tous les matins, tous les soirs, je faisais semblant de l'avaler et je ne l'avalais pas. Il y a aussi parmi les bipolaires un certain nombre de patients qui nient le mal et qui sont d'ailleurs très difficiles à soigner parce qu'ils ne veulent pas se reconnaître comme atteints de ce mal. Souvent, avant d'aller voir un psychiatre, ils ont tout essayé. Les changements de vie, les loisirs, ils sont allés faire des voyages, mais ils ne viennent au psychiatre qu'au dernier moment. Le dernier moment, c'est quand tout le monde souffre de trop. C'est quand le patient ou la famille n'en peuvent plus. Lorsque la souffrance devient insoutenable, ce sont parfois les idées de mort qui envahissent le quotidien. En fait, la souffrance psychique est tellement intense, ça vous tenaille, ça vous prend, ça vous hante. Et l'idée dans ces cas-là que vous avez, c'est en finir avec cette souffrance. Et le en finir avec cette souffrance est associé à la mort, obligatoirement. Vous trouvez même inadmissible qu'on vous laisse pas mourir tranquille, quoi. Qu'on vous donne pas un comprimé pour mourir. Face à la souffrance d'un proche, les familles se sentent bien souvent démunies. À huis clos, elles vivent la violence de ces hauts, de ces bas, sans savoir à qui s'en remettre. En 2011, incapable d'affronter le quotidien, Yves retourne vivre auprès de ses parents, spectateurs impuissants du mal qui le ronge. Cette période-là, j'ai eu beaucoup de périodes de tristesse. Enfin, de tristesse, comment je vais vous expliquer ça? C'est pas vraiment de la tristesse, c'était... je suis un garçon très bileux, moi. Ça paraît peut-être pas, mais je prends tout à cœur. Bon, encore plus quand c'est les enfants. Alors, ce qui veut me dire que... Parce que c'était cette période où on savait sans trop savoir ce que c'était cette maladie. Durant les années sombres de son fils, Jean-Claude a découvert le désespoir, l'euphorie et les visites à l'hôpital psychiatrique. Pour nous, parents, c'est traumatisant. Je dis, bon, mon fils, il n'est pas fou, quand même. Mais je savais plus quoi penser. Franchement, j'étais dans nous étions à l'époque, mon épouse et moi, dans un état... comment je vais vous expliquer ça? C'était dur à la fois, et on se posait des questions, pourquoi? Encore à l'heure actuelle, quand vous allez peut-être me dire que je vais peut-être loin, mais quand je vois le numéro dans mon portable de Yves, j'ai toujours un peu cette crainte. La crainte de qui replonge. Je pensais toujours au pire. Alors le pire, c'est les voies ferrées, c'est le suicide et tout ce qui s'ensuit. J'ai eu peur de ça. Et vraiment, ça a été pour moi un moment...
C'était un moment de ma vie très difficile. La souffrance revêt parfois le visage de l'absence. C'est la naissance de Martin, c'est son premier bain dans un lavabo. C'était un très beau bébé, Martin. Il était facile comme petit enfant. Celle-ci, je l'aime bien. Il avait 3 ans. Un petit câlin à sa maman. Il était très tendre. Il avait une tendresse qui n'était pas forcément manifeste, mais il était très tendre, oui. Oui. Là, voilà. Là, ça devient sombre. Hein. Il avait des côtés sombres, mais qui n'en a pas. Et puis, on ne va pas le prendre tout de suite pour une manifestation de maladie. On peut avoir des côtés sombres en étant, voilà, en passant une mauvaise période. Et la période de l'adolescence, c'est pas forcément la meilleure période. À mesure qu'il grandit, Martin se montre de plus en plus irritable, agité. Je ne comprenais rien dans les premiers temps. Je disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me disait, mais tu ne sais pas, maman, j'arrive dans les banlieues, tout le monde s'efface devant moi. Enfin, c'était pas un habitué des banlieues. Il rencontrait des jeunes classiques, mais il pouvait aller dans des banlieues, mais sans plus que ça. Lorsqu'enfin Marie réussit à convaincre Martin d'être hospitalisé, le diagnostic est posé. Il souffre de troubles bipolaires. Mais pour confirmer ses premières conclusions, on lui demande de revenir plus tard avec Martin, lors d'une phase d'excitation. Ça, c'était très difficile, quoi. En période d'excitation, je me demandais comment j'allais pouvoir le faire revenir en consultation. Parce qu'il était très fuyant, inattrapable. Puis on pouvait pas avoir une conversation longue. On voyait que tout l'agaçait très vite. Jour après jour, Martin s'assombrit. Il se renferme sur lui-même. Jusqu'à ce soir de février, lorsque Marie rentre chez elle après une journée passée à Paris. Et lui, j'entendais qu'il était dans sa chambre. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit rien. Et puis à un moment, il est sorti, il avait un visage qui était... il était gris, il avait un visage qui était... Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit rien, tout va bien. Je lui ai dit, mais tu as pas un visage qui va? Et il m'a dit, non, non, tout va bien. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, je vais voir un ami, chose que je ne faisais jamais. Je lui ai demandé qui il allait voir. Il m'a dit, je n'ai pas à te le dire, maman. J'ai dit, ok, je comprends. Et là, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai fait comme ça, je l'ai tenu dans mes bras. Très longtemps. En silence, on ne s'est rien dit et il est parti. Il est parti, voilà. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai regardé partir, il avait la tête baissée comme ça. Je me suis dit, bon, il va boire un coup, il va voir des amis, ça ira mieux peut-être après. Mais pas un moment, je me suis dit, il va faire une bêtise. Et le lendemain matin, à 5h, j'étais réveillée. Je suis allée voir dans sa chambre, il n'était pas là. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ça y est. Martin a mis fin à ses jours dans la nuit du 17 février 2017. Il avait 24 ans. C'est exactement la chose dont on pense qu'elle ne nous arrivera pas. Et quand ça nous touche, on voit bien qu'on n'avait rien vu arriver. Et je voudrais aussi qu'on ne le banalise pas. C'est-à-dire qu'on ne dise pas, bon, il était déséquilibré, il s'est suicidé, voilà. C'est une maladie et qui est insidieuse parce qu'elle n'est pas facilement détectable.
La gravité de cette maladie, c'est les conséquences des épisodes dépressifs et c'est le risque suicidaire qui est multiplié par 20 par rapport à la population générale, et il y a 10 à 15% des patients bipolaires qui vont mourir de suicide. Le trouble bipolaire, c'est un trouble à début chez l'adulte jeune, mais on a des troubles bipolaires aussi chez les enfants et chez les adolescents. La jeunesse, c'est souvent des perturbations émotionnelles, c'est une instabilité émotionnelle, affective, etc. Et parfois, certaines phases d'hypomanie ou certaines phases dépressives sont considérées comme des phases normales de l'adolescence. Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent et pas banaliser des symptômes qui pourraient passer pour être une crise d'adolescence. Lorsque le diagnostic est enfin posé, quelle prise en charge propose-t-on aux patients atteints de troubles bipolaires? Est-il possible de dompter cette pathologie? Et peut-on ou non guérir de cette maladie psychiatrique? Ça t'aiderait aussi à jouer davantage avec ta voix, avec la souplesse et avec le corps et tout ça. Vraiment comme si tu chuchotais. Vas-y, refais. Cela fait 7 ans qu'Alice domine ses troubles. Les épisodes maniaques, les phases dépressives sont pour l'instant derrière elle. Chaque jour, elle apprend à décortiquer ses émotions, à sonder ses symptômes pour mieux leur résister. Ce combat contre la maladie, Alice l'a entamé il y a 10 ans, lorsqu'après 3 crises majeures et 3 hospitalisations, ses troubles bipolaires ont été enfin diagnostiqués. Au départ, mon médecin m'a dit « vous allez avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas, comme ça ». Et donc, je pensais que ça allait être comme ça toute ma vie. On m'a aussi donné un ouvrage où la personne qui était bipolaire perdrait son mari, se mettait à boire, perdait son travail, tentait de se suicider, etc. Et donc là, j'ai eu l'impression qu'on me disait ben, « voilà ce qui t'attend ». Et du coup, je me suis dit « mais soit je jette le livre par la fenêtre, soit c'est moi qui passe par la fenêtre ». Et donc ce livre, je l'ai pris, je l'ai mis à la poubelle. En fait, non, il n'y a pas que des hauts, que des bas toute notre vie. Non, bien sûr que non. En fait, avec l'expérience, on va mieux savoir gérer les rechutes et les prévenir et être capable de vivre tout à fait normalement et de stabiliser avec la maladie. Il faut accepter de vivre avec la maladie et il faut accepter de combattre la maladie. En fait, l'acceptation, c'est l'acceptation du combat. Et la pose du diagnostic, elle est très importante parce que c'est ce qui permet justement de savoir contre quoi on doit se battre et comment on peut le faire. Pour maîtriser la maladie, apprivoiser ses émotions, il est indispensable de se voir prescrire un régulateur de l'humeur. Découvert par hasard dans les années 50, le lithium est encore aujourd'hui le chef de file des traitements contre les troubles bipolaires. Le lithium est un ovni très à part dans notre boîte à outils. C'est un médicament qui entraîne de très nombreux effets biologiques, probablement au niveau du cerveau, mais en tout cas on peut le constater au niveau du sang. La difficulté, puisque nous sommes dans des traitements avec des objectifs préventifs, c'est qu'on ne sait pas prédire qui va répondre à quel traitement. Et dans la relation avec un patient donné, en effet, on peut proposer un traitement en disant, voilà, étant donné le trouble que vous avez, voilà le traitement de première intention, par exemple du lithium, mais on ne peut lui garantir que 40 à 50% de bonnes réponses, et pourtant, on va lui demander de le prendre pendant 2 ans pour pouvoir en juger. Donc intellectuellement, c'est assez misérable. Lorsque le lithium s'avère insuffisant, voire même inefficace, il existe la possibilité d'autres traitements médicamenteux. Bonjour monsieur. Mais quand ces prescriptions ne suffisent pas à stabiliser l'humeur, les patients atteints de troubles bipolaires peuvent se voir proposer des séances d'électroconvulsivothérapie ou ECT, une pratique anciennement connue sous le nom d'électrochoc. Pour préparer les tempes avant examen. À Sainte-Anne, on propose ce traitement aux patients dont la souffrance morale et l'angoisse peinent à être soulagées avec les traitements habituels. Ces séances de CT se font sous anesthésie générale. Le curare injecté
entraîne une paralysie musculaire et permet de neutraliser les contractures provoquées par la stimulation cérébrale. Alors après, je mets un tampon pour éviter une morsure des dents et un coussin en gélatine pour éviter l'hyperextension et ça permet aux patients de ne pas avoir mal aux cervicales. Et là, on va le stimuler. Donc là, on va le faire en unilatéral, c'est-à-dire on va le stimuler que d'un côté, côté droit du cerveau. La stimulation ne dure que 7 secondes. Comme pour une petite opération, le patient se réveillera une dizaine de minutes plus tard et repartira chez lui dans la soirée. C'est une crise d'épilepsie qui est provoquée, une vraie crise généralisée, ce qui veut dire qu'on met tout le cerveau est stimulé, c'est-à-dire toutes les structures jusqu'au tronc cérébral. En fait, le CT va fonctionner en délivrant un courant électrique et le cerveau va vouloir arrêter la crise convulsive qui a été déclenchée par la délivrance de ce courant électrique. Et pour arrêter cette crise, le cerveau va produire tout un tas de neurotransmetteurs cérébraux, notamment le GABA. Et le premier effet de l'ECT va être un effet de réduction de l'angoisse. L'angoisse qui est souvent le symptôme dans tous les troubles le plus envahissant, le plus douloureux pour les patients, c'est l'angoisse. Et donc on peut avoir une nette réduction de la douleur morale des patients dès la première semaine de traitement. Les deux grandes situations pour lesquelles les ECT sont particulièrement importantes, c'est l'urgence thérapeutique. L'urgence thérapeutique, c'est quand le pronostic vital de la personne est engagé du fait de son état mental. Parce que dans un accès dépressif, il refuse de s'alimenter, de s'hydrater, ou que des idées de suicide sont extrêmement envahissantes. Et puis les ECT ont aussi un rôle de régulation de l'humeur. Pour certains patients, bénéficier d'ECT, par exemple en ECT de maintien, par exemple une fois par mois, peut avoir un effet de régulateur de l'humeur en plus du traitement par lithium le plus souvent. Dans la palette thérapeutique des patients, au régulateur de l'humeur, s'ajoutent des outils permettant de répertorier ses symptômes, d'évaluer ses émotions. Il y a 2 ans, lorsqu'enfin son trouble a correctement été pris en charge, Virginie a créé son carnet de bord des émotions. Chaque jour, du matin au soir, elle y recense chacune de ses humeurs pour mieux prévenir les rechutes. Février 2016, j'allais très très mal. J'allais très mal. Là, ça allait un petit peu mieux. Et après, en fait, là où ça commence, la dernière vraie crise, bon là, ça allait hyper mal. Oh là là, mon Dieu. Ça me fait bizarre de retomber dessus, en fait. Oh là là, fin mars, c'est une horreur. Là, c'est... Voilà, pareil. Hein. J'ai envie de me suicider. Et en fait, c'est suite à ça, là aussi. Et c'est suite à ce fin mars, début avril 2016, que je suis allée voir ma psychiatre et que je l'ai suppliée en pleurant de faire quelque chose parce que j'ai dit je vais mourir. Je vous en supplie, je veux pas mourir. Faites tout pour me sauver. Le vert, c'est tout le temps quand ça va bien, très bien. Le rouge, c'est envie de suicide, dépression sévère. C'est un échange avec la psychiatre parce que je la vois environ toutes les 4 semaines. Donc les 4 semaines, je reviens avec mes grilles. Et quand il y a des événements marquants, genre l'autre jour, insomnie permanente pendant plusieurs jours, eh ben, j'en ai parlé à la psychiatre. Mais si je l'avais pas noté, j'aurais dit oui, ça fait 1 ou 2 jours. On se rappelle pas en fait. Si on ne note pas ce que l'on vit, ce que l'on fait, ce que l'on ressent, on peut pas se rappeler. La mémoire, elle est hyper sélective. Et une semaine après, on sait plus. Sauf que là, on le sait. Là, on sait si ça a duré 3 jours ou 3 semaines. Ça change tout pour un traitement. S'astreindre à noter, pour moi, c'est prendre soin de moi. Si je prends soin de moi, je prends bien soin des autres aussi. Se soigner, stabiliser ses troubles, c'est souvent s'engager dans un parcours thérapeutique long et parfois sinueux. Avec cette question, toujours, de la guérison. On ne guérit pas, mais on arrive à faire disparaître le mal dans le meilleur des cas. On peut déjà quand même, au moins, soit espacer les rechutes, soit atténuer considérablement les rechutes. Se projeter avec un patient dans 5 ans, dans 10 ans, on n'est pas à l'heure actuelle complètement capable de le faire. On n'est même pas capable du tout.
parce que c'est dépendant de ce qu'il va vivre dans sa vie, des expériences auxquelles il va être confronté. Alors, dire on ne peut pas guérir d'un trouble bipolaire, c'est un message qui est formidablement porteur de désespoir, mais voilà, on peut vivre stable, je pense qu'on peut vivre stable avec un trouble bipolaire. Depuis 7 ans maintenant, Alice vit stabilisée. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de faire de l'information sur ces troubles un métier. Moi-même, j'ai beau être stabilisée, j'ai des symptômes résiduels comme des troubles du sommeil, un petit fond d'hyperréactivité émotionnelle quand même. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on peut se rétablir, vivre bien, malgré les symptômes, malgré la maladie. Ça nous permet de développer comme... Forte de son expérience intime avec la maladie, elle apprend aujourd'hui au personnel soignant à accompagner leurs patients vers ce qu'elle appelle le rétablissement. Ça a été un vrai choix, une vraie vocation. Il y a un moment où, quand ça a été vraiment beaucoup mieux, et que j'avais plus fait de rechute depuis un certain temps, que j'étais bien stabilisée, il y a eu ce désir de sublimer la maladie, la souffrance, pour la rendre utile. Pour moi, ça fait justement partie de ce processus de rétablissement. C'est aussi quelque part du militantisme pour dire, ben voilà, on peut travailler avec des troubles bipolaires. J'apprends à vivre normalement, c'est bien. Tant qu'on a des gens qui sont autour de soi, à qui on peut apporter du bien et qui vous apportent du bien, le reste c'est de la littérature. Aujourd'hui, je touche du bois. Je suis en tout cas beaucoup plus stabilisée que les 30 dernières années. Et on va dire que c'est les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression de commencer à vivre. Aujourd'hui, je parle librement de mon trouble parce que il fait partie de ma personnalité, il fait partie de mon identité, hein, de moi. Et depuis que j'ai accepté la maladie, ça me libère d'un fardeau en arrivant le matin en me disant comment je vais essayer de paraître alors qu'aujourd'hui je suis.